Alors, bonjour à tous. Alors, on est ensemble pour une petite heure pour parler prélèvement à la source. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est que on puisse comprendre, enfin, vous puissiez comprendre un petit peu comment fonctionne ce nouveau mode de prélèvement. Alors, nouveau, plus si nouveau que ça, puisque ça fait depuis 2019 maintenant, mais que vous puissiez comprendre comment fonctionne ce prélèvement qui se passe sur votre bulletin de paye, en bas de votre bulletin. Pourquoi vous payez des impôts sur tel montant, pourquoi vous avez tel taux, pourquoi votre taux il change. Donc, on va essayer d'aborder un petit peu tous ces sujets ensemble pendant l'heure qui vient. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais faire la présentation et puis à la fin de la présentation, on prévoira un temps de questions-réponses pour les questions que vous aurez éventuellement sur le sujet. Vous avez un chat à votre disposition, donc si vous souhaitez poser les questions au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, mais peut-être que je m'en souviendrai plus à la fin de la session, donc n'hésitez pas sinon à les garder en tête et à me les poser plutôt à la fin de la session. S'il y a des questions qui sont au fur et à mesure de la présentation et que j'arrive à les capter, peut-être que je pourrais y répondre au fur et à mesure, mais je ne suis pas sûre de les avoir au moment venu sous les yeux. Donc n'hésitez pas, à la fin, de toute façon, il y aura ce temps de questions-réponses pour répondre à vos interrogations. Alors, juste avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis donc Bérénice Jarry. Je suis consultante formatrice en paye, que ce soit paye secteur privé ou secteur public. J'interviens également sur la DSN, donc ce qui touche plus ou moins à la paye. Et j'interviens également en ressources humaines dans le secteur privé. J'interviens pour la société Gérézo. Je travaille pour cet organisme de formation. Donc, Gérézo, c'est un organisme qui fait de la formation inter- et intra-entreprise. On a un centre de formation tout neuf à Paris, à côté de la gare Montparnasse. Et après, on se déplace partout où les clients nous demandent de nous déplacer sur le territoire. Et on propose également les formations à distance. On fait également du conseil, de l'audit, de la veille juridique, et on est également maison d'édition. Donc voilà pour la partie présentation, avant de pouvoir rentrer donc dans le vif du sujet. Alors, allons-y. En ce qui concerne donc cette histoire de prélèvement à la source, je commence déjà par une petite introduction sur des statistiques. Donc les dernières statistiques que j'ai, c'est par rapport au revenu 2020, donc ça a déjà 2 ans de retard, entre guillemets, d'obsolescence, mais ces dernières stats que la DGFiP a sorties. Donc les impôts ont rapporté 74 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de taxes du contribuable, ça arrive en troisième position, derrière la TVA et derrière la CSG. Donc la TVA, vous voyez bien ce que c'est sur tous les produits qu'on peut acheter. La CSG, ça vous parle peut-être un petit peu moins, mais c'est une cotisation qu'il y a sur votre bulletin, qu'il y a sur tous les revenus. C'est une cotisation qu'on travaille, qu'on soit au chômage, à la retraite, en maladie, peu importe. Et on en reparlera plus tard parce que ça a aussi un impact sur les impôts. Donc les impôts, c'est la troisième source de revenus que les contribuables permettent d'apporter à l'État. Sur les 40 millions de foyers fiscaux français, il n'y en a qu'un petit peu plus de la moitié, un petit peu moins de la moitié, pardon, qui sont réellement imposés, puisqu'il n'y a que 18 millions de foyers fiscaux qui sont réellement imposés. Donc ça veut dire que les autres déclarent pas forcément de revenus imposés. Et puis en ce qui concerne le prélèvement, en moyenne, on a un prélèvement à 4 260 €. Mais avec, on peut le voir, une répartition quand même assez flagrante, puisque les 10% les plus aisés vont avoir un impôt à 13 800 €, qui est quand même largement au-dessus de notre moyenne, ce qui représente 16% de leur revenu fiscal de référence. Et les 10% les plus modestes, eux, ils ne payent pas, on leur rembourse en moyenne 28 € d'impôts parce qu'ils ont des déductions ou peu importe. Donc on voit quand même l'écart assez flagrant. Et les 10% les plus aisés représentent à eux tout seuls 74% des impôts récupérés. Donc c'est quand même la part finalement principale des impôts récupérés viennent des 10% les plus aisés. Voilà, en tout cas, ça vous donne déjà un petit aperçu, un petit panel de la vision en fait, des impôts en France. Alors, pour comprendre le prélèvement que vous avez, il est important de comprendre les différents salaires que vous avez sur votre bulletin. Vous avez en premier lieu le salaire brut. Le salaire brut, c'est ce qu'il y a en haut de votre bulletin. C'est le salaire que vous allez avoir sur votre contrat de travail, c'est le salaire que vous allez peut-être négocier à l'embauche, c'est le salaire sur lequel vous allez négocier des augmentations. Donc le salaire brut, il est constitué de votre salaire de base, des éventuelles primes et indemnités que vous pouvez avoir. Ça peut être une prime d'ancienneté, ça peut être un 13e mois, ça peut être... Il y a plein de primes qui peuvent exister dans vos structures. Ça peut être les avantages en nature, si vous avez une voiture de fonction, un logement de fonction,
un téléphone portable qui vous a été octroyé, par exemple. Et puis, on déduit de tout ça les absences. Le salaire brut, il est important parce que le salaire brut, ce sont tous les éléments qui sont soumis à cotisation, mais surtout là, en ce qui nous concerne, tous les éléments qui sont soumis à impôt. Sur le bulletin, vous pouvez aussi avoir des éléments exonérés d'impôt, donc qui ne rentreront pas dans le salaire brut soumis et qui donc ne rentreront pas dans votre net imposable. Vous avez peut-être, pour certains, une prime panier. Vous avez peut-être pour certains un remboursement d'abonnement de bus ou de métro ou de train ou peu importe. Peut-être que certains ont une prime pour la médaille du travail. Tous ces éléments-là sont exonérés. Exonérés, ça veut dire que je ne vais pas payer d'impôt dessus. Donc le salaire brut, c'est mon assiette fiscale, donc on prend tous les éléments soumis. Une fois qu'on a ce salaire brut sur le bulletin, quand on descend un petit peu, on a nos cotisations, on a un certain nombre de lignes, et en bas de bulletin, on a encore d'autres salaires. On a le net à payer avant impôt. Donc, comme son nom l'indique, le net à payer avant impôt, c'est le montant que votre employeur vous donnerait si les impôts ne passaient pas par là. Donc, en fait, le net à payer avant prélèvement à la source, pas c'est le prélèvement à la source, c'est l'acronyme, c'est le montant qu'on aurait eu ou qu'on avait avant la mise en place du prélèvement à la source en 2019. Comment on le calcule, ce net avant impôt? Eh bien, en fait, on prend le brut, tous les éléments qu'on a mis en haut de bulletin, on déduit toutes les cotisations salariales, la cotisation retraite, retraite complémentaire, la mutuelle, la prévoyance. On rajoute tous les petits éléments exonérés dont je viens de parler, le remboursement transport, la médaille du travail. Éventuellement, certains ont peut-être eu une prime partage de la valeur, qu'on appelait avant prime Macron. Donc, on rajoute tous ces petits éléments-là. Et on enlève aussi les autres retenues qu'il peut y avoir sur la paye, si on a eu une saisie sur salaire, si on a eu une avance, si vous vous faites prélever pour des titres restaurants, vous financez une partie, donc c'est prélevé de votre paye. Donc le net à payer avant impôt, ce montant que mon employeur me donnerait s'il n'y avait pas de prélèvement à la source, en fait c'est très simple, c'est tous les éléments du bulletin. Tous les plus, tous les moins, on fait le mix de tout ça, et ça nous donne le net à payer avant impôt. Sauf que désormais, on a le prélèvement à la source. Donc, pour calculer le prélèvement à la source, on a besoin du net imposable. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous regardez votre bulletin, le net imposable, il est supérieur à votre net à payer. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un net à payer à 2 000 € et vous payez des impôts sur 2 200 €. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué. Si vous ne l'aviez pas remarqué, désolé de vous l'apprendre. Mais alors, il y a des exceptions, il y en a pour qui ce n'est pas le cas, mais dans la plupart des cas, vous payez des impôts sur de l'argent, sur un montant supérieur à ce que vous percevez. Pourquoi? En fait, on repart toujours du brut, puisque le brut, on a dit, c'était les éléments soumis à impôt. On déduit les cotisations, puisque les cotisations, c'est de l'argent qu'on ne perçoit pas, donc on les enlève du net imposable. Je ne vais ici pas rajouter les primes et indemnités exonérées que j'avais mis dans le net à payer, puisque justement, par définition, elles sont exonérées. Je ne paye pas d'impôt sur mon remboursement de bus. Je ne paye pas d'impôt sur mes remboursements de frais professionnels, un forfait télétravail par exemple. Je ne vais pas non plus déduire mes autres retenues, parce que dans ce cas, ça voudrait dire que le montant qui finance mes titres restaurants ne serait pas soumis à impôt. Ça voudrait dire que l'avance que j'ai demandée en cours de mois ne serait pas soumise à impôt. Donc mon petit plus prime et indemnité et mon petit moins autres retenues ne viennent pas impacter le net imposable ni à la hausse ni à la baisse. Mais pour que ce net imposable soit supérieur à mon net impayé, en fait, je vais réintégrer des éléments. Alors, première chose qu'on réintègre, la CSG-CRDS non déductible. Et deuxième chose qu'on réintègre, la part patronale de mutuelle. Alors, dans les cotisations salariales qu'on a déduites, donc dans mon gros bloc, moins cotisations salariales, on a déduit toutes les cotisations que vous avez sur votre bulletin. Donc, comme je disais, la retraite, la prévoyance, la mutuelle. Et vous avez aussi une cotisation qui s'appelle CSG déductible, une autre qui s'appelle CSG non déductible et une autre qui s'appelle CRDS non déductible. Eh bien, celle qui s'appelle déductible, on avait le droit de la déduire des impôts, pas de problème. Mais celle qui s'appelle CSG non déductible et celle qui s'appelle CRDS non déductible, on n'avait pas le droit de la déduire de notre net imposable, donc en fait, on la réintègre. Donc on paye des impôts sur cette CSG et cette CRDS non déductible, alors que ces deux cotisations-là sont bien déduites de ma paye puisque ce sont des cotisations salariales. Donc c'est de l'argent que je n'ai pas, mais sur lequel je paye des impôts. C'est un petit peu double peine finalement parce que je la paye un peu deux fois. Et puis, on réintègre également la part patronale de mutuelle si vous en avez une, puisque depuis 2016, me semble-t-il, l'employeur est obligé de mettre en place une mutuelle collective d'entreprise, mais il existe des cas de dérogation. Je ne vais pas y revenir ici, mais il est possible que vous n'ayez pas la mutuelle d'entreprise, mais si vous avez la mutuelle d'entreprise, la participation de votre employeur vous est imposable.
Par exemple, votre employeur finance à hauteur de 60 € votre mutuelle, vous allez payer des impôts sur cette participation mutuelle. Donc on ne peut pas dire que quand l'employeur prend en charge la mutuelle, c'est complètement gratuit pour le collaborateur. Ça reste un avantage, mais je paye des impôts malgré tout dessus. Donc voilà comment on calcule le net imposable. J'y reviendrai dessus tout à l'heure, puisqu'il y a quand même quelques exceptions. Et pour terminer sur les salaires qu'on a sur le bulletin de paye, on a le net à payer final. Et le net à payer final, c'est le net à payer avant impôt, moins les impôts tout simplement. C'est-à-dire qu'on prend le montant que mon employeur m'aurait donné si les impôts n'étaient pas passés par là, moins le montant que mon employeur prélève au titre des impôts. Donc, depuis la mise en place du prélèvement à la source, on se retrouve avec beaucoup de montants en bas de bulletin et c'est parfois pas facile de s'y retrouver. Donc, le net avant impôt, le net imposable et le net à payer final. Et c'est vraiment ce net à payer final, finalement, qui va m'être versé sur mon compte bancaire. C'est celui-là qui m'intéresse, qui est parfois écrit en petit, mais c'est bien celui-là qui est sur mon compte bancaire. Alors, si on fait un focus maintenant donc sur la partie imposable, le montant qui est prélevé, donc le delta entre le net avant impôt et le net après impôt, c'est ce montant-là, le montant prélevé. Alors, le montant prélevé, comment on l'obtient? En fait, c'est très simple. On prend le net imposable qu'on multiplie par un taux. Donc, on va revenir sur chacun de ces éléments, le net imposable et ses particularités, et le taux et ses particularités. Alors, dans le net imposable, qu'est-ce qu'on retrouve? On va reprendre donc la formule que je vous ai mise juste avant, le brut moins les cotisations salariales, auquel on va rajouter cette CSG, CRDS non déductible et cette part patronale de mutuelle. Donc ça fonctionne pour tout le monde, c'est la formule générique. Donc, si vous reprenez votre bulletin, vous prenez le brut total, donc le brut, je rappelle, c'est bien salaire de base, primes, indemnités, avantages en nature et les absences déduites. On enlève toutes les cotisations salariales. On réintègre la CSG-CRDS, donc on regarde la ligne du bulletin qui s'appelle CSG-CRDS non déductible. Parfois même, elles sont regroupées. Parfois, vous avez une ligne CSG non déductible et parfois une ligne CRDS non déductible, mais parfois, vous n'en avez qu'une seule. Elles sont directement regroupées, donc on reprend ce montant. Par exemple, ce montant, il fait 180 €. Eh bien, on rajoute ces 180 €. Et pareil pour la mutuelle, on va chercher dans le bulletin la ligne qui s'appelle alors mutuelle, complémentaire santé, elle peut avoir plusieurs noms. On va regarder la participation de l'employeur, pas du collaborateur, mais de l'employeur, et on réintègre également ce montant-là dans le net imposable. Donc ça, c'est la formule générique. Il y a deux exceptions majeures, les heures supplémentaires ou complémentaires pour les temps partiels. Vous avez peut-être entendu parler, depuis 2019, les heures supplémentaires sont exonérées d'impôts, dans une certaine limite. Sauf que ces heures supplémentaires, elles sont dans mon net imposable. Elles sont dans mon brut, pardon, justement pas dans mon net imposable, pardon. Elles sont dans mon brut. Donc, il faut que je les sorte de mon brut pour ne pas payer d'impôts sur ces heures supplémentaires. Donc, on vient les déduire. Il y a un seuil, malgré tout, on nous fait un cadeau, mais dans une certaine limite. Cette limite, c'est 8 037 € bruts par an. Alors, c'est un chiffre qui vous parle peut-être pas. Ce qui vous parlera peut-être plus, c'est qu'en 2019, quand cette exonération a été mise en œuvre, on nous a dit on est exonéré d'impôts dans la limite de 5 000 € d'heures sup par an. Peut-être le 5 000 vous parlera plus. En 2022, ça a évolué. On est passé à 7 500 € d'heures supplémentaires exonérées. Sauf que ces 7 500 € ne sont pas en brut. Or, nous, en paye, on travaille toujours en brut. Vous le voyez dans la formule, on travaille en brut. Donc, si on reconstitue ce montant de 7 500 brut, ça revient à dire 8 037 € brut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 8 037 € brut par an? En fait, vous allez faire des heures sup, un petit peu peut-être tous les mois. En paye et en fiscalité, on travaille toujours de janvier à décembre. Donc les compteurs sont toujours remis à zéro en janvier. Ce qui veut dire que si en janvier, vous faites 200 € d'heures sup, eh bien, vous êtes largement en dessous du seuil de 8 037 €. Donc ces 200 € seront déduites de votre brut pour le net imposable. Vous ne paierez pas d'impôt sur ces 200 € d'heures sup. Vous faites des heures supplémentaires un petit peu toute l'année et à fin décembre, vous avez fait pour les 12 mois, je ne sais pas moi, vous avez fait 3 000 € d'heures sup. Eh bien, vous n'avez toujours pas dépassé le seuil, donc aucune heure sup ne sera soumise à impôt. Et puis en janvier de l'année prochaine, on remet les compteurs à zéro. À l'inverse, vous faites un petit peu d'heures sup toute l'année et arrivé à fin septembre, vous êtes rendu à 8 000 € d'heures sup. Bon, toutes vos heures sup auront été exonérées d'impôt. Par contre, à partir d'octobre, si vous faites des heures supplémentaires, admettons en octobre, vous faites 100 € d'heures supplémentaires, eh bien, vous allez avoir 37 € exonérés d'impôt et 63 € soumis à impôt pour octobre. Et puis en novembre, la totalité des heures sup seront soumises puisqu'on aura complètement dépassé le seuil. Donc c'est un seuil
on raisonne en annuel, donc peut-être que certains ne l'atteindront jamais, puisque c'est quand même un seuil assez élevé, et peut-être que d'autres l'atteindront plus ou moins rapidement. Ça dépend évidemment de combien d'heures sup je fais, de mon salaire de référence, pour atteindre ou non ce seuil rapidement ou non. Donc ça, c'est la première exception. Les heures supplémentaires ne sont pas soumises à impôt tant qu'on ne dépasse pas ce seuil sur l'année. Deuxième exception, on a les indemnités journalières de sécurité sociale, les IJSS. Alors peut-être que ça ne vous parle pas trop, ce truc-là. En fait, quand vous êtes malade, alors là, je parle pour les salariés de droit privé ou les contractuels de droit public, ça ne concernera pas les fonctionnaires. Quand on est en maladie, quand on est en maternité, paternité, quand on est en accident de travail, maladie professionnelle, on a un arrêt de travail, on ne travaille plus. Cet arrêt, il est indemnisé en partie par la sécurité sociale, ce qu'on appelle des IJSS, et en partie par l'employeur. Donc la partie employeur, c'est du salaire, soumis à impôt comme n'importe quel salaire. La partie sécurité sociale, elle est imposable, mais pas toujours de la même façon. On va distinguer l'arrêt que j'ai. Soit j'ai de la maladie dite ordinaire, soit j'ai une maladie en rapport avec une ALD, une affection de longue durée, par exemple le diabète est reconnu ALD, soit j'ai un arrêt maternité, soit j'ai un arrêt accident de travail. Alors, la règle, c'est de dire que l'arrêt de travail pour maladie, les IJSS que j'ai, que la sécurité sociale me donne pour cet arrêt de travail, sont imposables. En revanche, les indemnités que j'aurai pour mon affection de longue durée, donc ça c'est une coche que vous avez peut-être déjà vue sur le CERFA marron d'arrêt de travail que vous pouvez avoir quand vous allez chez le médecin, il y a une petite case arrêt en rapport ou sans rapport avec une affection de longue durée. Donc ça c'est la sécurité sociale qui détermine si votre maladie est reconnue ALD ou pas. Donc il y a le diabète, il y a la mucoviscidose, pour vous ne citer que ces deux-là. Donc si j'ai un arrêt en rapport avec cette pathologie ALD, les indemnités de sécurité sociale en rapport avec cet arrêt ne seront pas imposables. Alors, depuis le prélèvement à la source, le souci, entre guillemets, c'est que les IJSS, elles sont parfois versées par l'employeur, et donc c'est l'employeur qui devient la source des IJSS. C'est ce qu'on appelle la subrogation. Donc là, c'est un pas de côté par rapport au net imposable, mais c'est important de comprendre ce que c'est la subrogation. C'est lorsque l'employeur décide, pour être sympa, on va dire, il vous rend service, à la fin du mois, il vous donne et la partie employeur de votre indemnité et la partie sécurité sociale, de manière à ce que vous n'attendiez pas, à la fin du mois, vous avez les deux montants. Si l'employeur ne pratiquait pas la subrogation, parce qu'il n'est pas obligé de le faire, hein, il y a certaines entreprises qui ne le font pas, ça veut dire qu'à la fin du mois, votre employeur, il ne vous donne que la partie employeur de l'indemnisation de l'arrêt, donc peut-être, je ne sais pas, moi, la moitié de votre salaire, et vous devez attendre un petit peu avant d'avoir la partie sécurité sociale, l'autre moitié. Donc, ça revient au même montant, simplement, vous avez un délai pour avoir votre indemnisation complète. Donc, si l'employeur ne pratique pas la subrogation, les IJSS, l'employeur n'en a rien à faire, c'est la sécurité sociale qui s'occupe de faire la déclaration, pas de problème. À partir du moment où l'employeur pratique la subrogation, comme je viens de le dire, c'est lui qui verse les IJ aux salariés. C'est lui qui va avancer finalement la partie IJSS et il s'arrangera ensuite avec la sécurité sociale pour se faire rembourser. C'est donc lui qui devient la source des IJSS. Le truc, c'est que l'employeur ne peut pas avoir l'information de si votre arrêt maladie est pour une maladie ordinaire, entre guillemets, ou pour une affection de longue durée. C'est une information que seule la sécurité sociale et le médecin ont, mais pas l'employeur. Sur le CERFA arrêt de travail, cette ligne-là, pour le volet employeur, n'apparaît pas, parce que c'est une information médicale et donc confidentielle. Comme on doit prélever l'impôt si c'est de la maladie ordinaire et ne pas prélever de l'impôt si c'est de l'affection de longue durée, il y a une règle qui a été instaurée, comme on ne peut pas avoir la distinction, c'est de dire qu'on va prendre l'impôt pendant 60 jours sur ces indemnités journalières. C'est-à-dire que, comme on ne sait pas, votre salarié, il a arrêté 3 mois parce qu'il a le bras dans le plâtre, c'est pas une affection de longue durée, le bras dans le plâtre, a priori, eh bien, on va prélever l'impôt sur ces indemnités journalières pendant 60 jours. Le 3e mois, on ne paiera pas d'impôt, on ne prélèvera pas d'impôt sur les IJ, mais comme ce n'est pas une affection de longue durée et que c'est censé être imposable, au moment de faire la déclaration d'impôt, et là ça ne se joue plus au niveau de l'employeur, c'est entre le salarié et les impôts réclameront le mois qui n'aura pas été prélevé. À l'inverse, si on a un salarié qui a une ALD qui est arrêté 3 mois pour son ALD, pendant 2 mois, on va prélever l'impôt et on va arrêter le 3e mois. Et lui, au moment de sa déclaration d'impôt, ça va être l'inverse. On va lui rembourser les 2 mois qui lui auront été prélevés à tort. Donc, ça, c'est la particularité quand on subroge
c'est on ne peut pas faire la distinction, donc il y a une règle, 60 jours qui a été déterminée et on arrête ensuite. Et après, c'est pas quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas le problème de l'employeur. Si on n'a pas assez prélevé ou si on a trop prélevé, lui, il a appliqué la règle, bêtement, et les impôts régulariseront auprès du collaborateur. Pour ce qui est de la maternité et de la paternité, c'est beaucoup plus simple, c'est imposable pendant toute la durée. Et pour ce qui est des accidents de travail et maladies professionnelles, c'est imposable pendant toute la durée de l'arrêt, mais que sur la moitié des indemnités versées. Si j'ai 500 € d'indemnité de la sécurité sociale, j'ai 250 € soumis et 250 € exonérés. Donc ça va avoir des impacts sur le net imposable de votre bulletin. Si l'employeur ne pratique pas la subrogation, on oublie la ligne IJSS, elle n'apparaît pas du tout sur le bulletin, et c'est la sécurité sociale qui dira aux impôts, pour telle personne, il y a des IJSS imposés à telle hauteur. Mais c'est important pour vous que vous sachiez les particularités parce que le net imposable, si vous voulez le vérifier sur votre bulletin et que vous prenez simplement la formule initiale brut moins cotisation plus CSG plus part patronale mutuelle, peut-être que vous ne tomberez pas exactement sur le résultat parce que vous avez des heures supplémentaires qui sont exonérées, donc il faut les enlever, ou parce que vous avez des indemnités journalières de sécurité sociale qui sont soumises, auquel cas il faut les rajouter. Donc, le net imposable correspond pas toujours à la formule initiale. Donc, ça vous permet de vérifier ça. Concernant toujours ce net imposable, il y a des exceptions à ceux qui sont imposés, enfin pour la population imposée. Vous avez d'un côté les alternants et de l'autre les stagiaires. Alors attention, dans les alternants, il existe deux types de contrats, les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Seuls les apprentis bénéficient de l'exonération. Un contrat de professionnalisation n'a pas d'exonération particulière pour les impôts, il est soumis aux impôts comme n'importe quel salarié. Simplement, il est possible que votre contrat pro, il ait un salaire relativement faible et donc il ne soit pas imposable. Mais il n'a pas d'exonération particulière. L'apprenti et le stagiaire, eux, sont exonérés d'impôts tant que leur salaire ne dépasse pas un SMIC annuel. Et c'est important de comprendre que c'est un SMIC annuel. Et la règle est la même pour les apprentis et les stagiaires que vous avez, par exemple, quelqu'un qui vient en stage 6 mois pour son master. Un SMIC annuel, alors cette année, je crois que c'est 20 511 €, je ne l'ai plus exactement en tête, mais il me semble que c'est 20 511 €, donc c'est un chiffre qui change au fur et à mesure que le SMIC change, et ces derniers temps, il a beaucoup changé. Et ce 20 511 €, il faut qu'il soit atteint sur l'année. Il ne suffit pas que votre apprenti ou votre stagiaire soit payé plus qu'un SMIC par mois, c'est possible, il ne sera pas imposé tant qu'il n'a pas dépassé le SMIC sur l'année. Je vais prendre un exemple très simple. Si on prend un apprenti qui est payé 2 000 € par mois, 2 000 €, c'est bien plus que le SMIC, puisque le SMIC aujourd'hui s'établit à un petit peu plus de 1 700 €. Admettons que votre apprenti il soit là de septembre à juin, sur l'année scolaire, et qu'il gagne donc ces 2 000 € par mois. Eh bien, comme l'année fiscale, elle va de janvier à décembre, eh bien, de septembre à décembre, mon apprenti, il aura gagné 2 000 € pendant 4 mois, soit 8 000 €. Il est en dessous du seuil de 20 000 € de SMIC annuel. Donc, il ne sera pas imposé. Il est là ensuite de janvier à juin. Il aura gagné 2 000 € pendant 6 mois, soit 12 000 €. On est toujours en dessous du seuil sur l'année qui a un peu plus de 20 000 €. Il n'est pas imposé. Donc, il aura gagné plus que le SMIC par mois, mais il ne sera pas imposé. À l'inverse, si vous avez un contrat pro qui, lui, gagne 2 000 € par mois, il sera imposé de septembre à juin tous les mois, parce que le contrat pro n'a pas d'exonération. Si on prend un apprenti qui est là de janvier à décembre, parce que je ne sais pas, il est là sur 2 années scolaires, par exemple, eh bien, il gagne toujours 2 000 € par mois, je prends le même exemple, 2 000 € par mois tous les mois, arrivé en octobre, il sera rendu à 20 000 €. On est toujours en dessous du seuil de 20 511 €, pour 2023 en tout cas. Donc, de janvier à octobre, il n'aura pas d'impôt. En novembre, il commencera à payer un petit peu d'impôt, et en décembre également. Donc finalement, mon apprenti sur 12 mois, il ne sera imposé que sur les 2 derniers mois de l'année. Idem pour le stagiaire. Donc c'est un régime qui est relativement favorable pour les apprentis, puisqu'ils ne payent pas ou très peu d'impôts, en tout cas des impôts que sur une partie de l'année. Le contrat pro, lui, va être imposable pendant toute la durée de son contrat, peu importe le salaire qu'il perçoit. Donc voilà pour le net imposable. Donc la formule, les exceptions aux éléments soumis à impôt, et puis les exceptions par rapport à la population, notamment apprentis, stagiaires. Alors, on va pouvoir passer maintenant au taux. Alors, pour ce qui est des taux, il en existe plusieurs. Et puis avant d'aller voir les différents taux, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit sondage.
sur les taux que vous pouvez avoir sur les bulletins. Alors, vous ne trichez pas si vous avez un bulletin sous les yeux, bien sûr. La question, c'est de dire, est-ce que vous connaissez votre taux? Est-ce que, là, comme ça, à chaud, sans regarder, sans réfléchir, est-ce que vous pensez que vous connaissez votre taux de prélèvement à la source, celui qui apparaît sur le bulletin? Ou est-ce qu'au contraire, bah, finalement, vous n'avez jamais regardé quel était le taux? Donc, est-ce que précisément, vous savez exactement c'est 4,2% de prélèvement? Est-ce que vous pensez avoir une idée? Vous dites: «Je pense que c'est à peu près peut-être 2-3%». Ou au contraire, est-ce que vous n'avez jamais fait attention? Vous faites confiance, vous vous dites: «Bon, moi je fais ma déclaration une fois par an, on me demande de payer tant d'euros d'impôts, et je paye tant d'euros d'impôts puisqu'après tout, comme j'y comprends rien, je sais pas même où le chercher sur mon bulletin». Donc vous avez normalement, je pense, le petit sondage qui apparaît, chez vous. Vous avez, je pense, un petit sondage, hein, si vous voulez y répondre. Donc globalement, quand même, vous êtes plus nombreux à avoir connaissance de votre taux, donc c'est bien, c'est que vous avez l'information et la curiosité de l'avoir. Après, parfois, c'est juste qu'on ne comprend pas forcément à quoi ça fait référence ce taux, ou on regarde pas, parce qu'on regarde effectivement plutôt le bas de bulletin. Alors, les différents taux qu'on a, on va avoir le taux personnalisé. Le taux personnalisé, ça veut dire qu'il est personnalisé à la, situation du foyer, au sens foyer fiscal. Donc là, j'ai mis une famille, c'est pas forcément une famille, bien sûr, hein, ça peut être, juste une personne, ça peut être juste, 2 conjoints et il peut y avoir des enfants, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on fait masse de tout ce qui se passe dans la situation familiale, dans le foyer, et tous les membres du foyer, en tout cas tous ceux qui déclarent des revenus, donc si je prends l'exemple de cette famille, les 2 conjoints auront le même taux appliqué sur leur bulletin, quand bien même ils ne gagnent absolument pas le même salaire. Je vais prendre un exemple volontairement extrême. Imaginons que le premier conjoint gagne 20 000 € par mois et que le deuxième conjoint gagne 2 000 € par mois. Eh bien, les 2 conjoints vont avoir peut-être un taux, je dis n'importe quoi, à 17%. Celui qui gagne 2 000 aura 17% et celui qui gagne 20 000 aura 17% aussi. C'est le principe du taux personnalisé. On fait une déclaration en commun, donc le taux est commun à tout le monde. On a la possibilité d'opter pour le taux individualisé. Le taux individualisé, en fait, ça va permettre de prendre toujours la situation du foyer, puisqu'on fait toujours la déclaration en commun, mais d'adapter le taux aux rémunérations de chaque membre du foyer. C'est-à-dire que chaque membre aura un taux propre à son salaire. Si je reprends mon exemple avec le conjoint qui gagne 2 000 et celui qui gagne 20 000, au lieu d'avoir tous les deux 17%, s'ils optent pour le taux individualisé, puisque pour opter pour le taux individualisé, il faut aller sur moncompteimpôt.gouv, c'est un choix purement personnel, chacun fait comme il le sent, eh bien, conjoint A qui gagne 2 000 €, peut-être il va passer à 8% d'imposition, et conjoint B qui gagne 20 000 € passera peut-être à 23% d'imposition. À la fin, les impôts récoltent la même somme. Simplement, ça permet que sur le bulletin de chacun, on ait un taux qui était réparti finalement proportionnellement aux rémunérations du salaire concerné. Donc ça, c'est vraiment libre à chacun d'opter pour cette option-là. Troisième option, le taux neutre ou le taux dit barème. Le taux neutre, c'est tout simplement un taux qu'on va chercher dans une grille déterminée par l'administration fiscale, grille qui change tous les ans. Ce taux, il est fonction du salaire. Donc, il y a une ligne qui dit si tu gagnes 2 000 €, tu attends, si tu gagnes 3 000 €, tu attends. Je vais vous le montrer juste après. Ce taux barème, il va se mettre dans plusieurs situations. Première situation, on recrute quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Si je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais fait de déclaration, les impôts n'ont pas de salaire à ma connaissance, donc ils sont obligés de me mettre le taux barème pendant la première année jusqu'à ce que je fasse une déclaration de revenus. Deuxième situation, vous recrutez quelqu'un qui a déjà travaillé, il change juste d'employeur, il a donc déjà eu un taux propre à son salaire, mais quand vous le recrutez, vous n'avez pas cette information. En fait, l'information du taux, l'employeur, il l'a lorsqu'il déclare tous les mois, entre autres à l'administration fiscale, par le biais de la DSN pour ceux qui connaissent, mais il déclare tous les mois à l'administration fiscale ses salariés, ses collaborateurs, et en retour, l'administration fiscale lui donne un compte rendu. Pour faire simple, il lui donne la liste de tous ses collaborateurs avec le taux de tous ses collaborateurs. Donc quand je recrute quelqu'un, peut-être que je n'aurai cette information que le mois suivant. Donc au moment où je le recrute, je vais appliquer le taux barème et le mois suivant, j'appliquerai le bon taux du collaborateur que j'aurai reçu par l'administration fiscale. L'employeur, il peut appliquer le taux barème pendant les 2 premiers mois et n'appliquer le vrai taux qu'à partir du 3e mois. Il ne serait pas en tort de faire ça.
il a le droit. Simplement, s'il s'avère que le taux barème n'est pas le bon, les impôts régulariseront au moment de la déclaration annuelle. Si, et je vois effectivement que Laetitia dans le chat en parle, l'employeur, il a la possibilité, malgré tout, de récupérer le taux plus rapidement qu'après avoir fait cette déclaration. Il peut le récupérer dès qu'il recrute le salarié en faisant ce qu'on appelle Topaz. Topaz, c'est une sorte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'application qu'on peut avoir quand on est employeur. Et je recrute un collaborateur, je fais la demande, ce qu'on appelle un appel de taux, et dans la foulée, dans les heures qui suivent, je récupère le taux du collaborateur et comme ça, on peut l'intégrer directement sur sa première paye. C'est-à-dire que vous me recrutez aujourd'hui, 26 janvier, eh bien, on fait l'appel de taux. Si, alors c'est un peu tard dans le mois, 26 janvier, mais admettons, je clôture ma paye demain, bah, ça tombe bien. Demain, directement, vous appliquez le bon taux. Mais les employeurs ne sont pas obligés de faire ça. Donc c'est vrai que c'est mieux pour le collaborateur parce que ça lui permet d'avoir dès le premier mois, dès la première paye, son vrai taux qui est appliqué. Mais l'employeur qui ne fait pas ça ne serait pas en tort. Et pour le premier mois, ou en tout cas les 2 premiers mois, le collaborateur peut se retrouver avec un taux neutre qui peut être assez élevé. Troisième possibilité, le taux neutre va se mettre parce que le salarié a demandé à avoir le taux neutre. En fait, on peut aller sur mon compte impôt.gouv et vous avez un endroit où il est indiqué, en fait, c'est une petite phrase, il y a une petite coche, et sur cette petite coche, quand vous cochez, c'est « Je ne souhaite pas communiquer mon taux à mon employeur ». Ça ne veut pas dire, attention, que le taux sera à 0%. Quand on dit « Je ne souhaite pas communiquer mon taux à mon employeur », ça veut dire qu'on va appliquer le taux barème. Ça veut dire qu'on ne tient absolument pas compte de votre réelle situation, si vous avez un conjoint, si vous avez des enfants, si vous avez des déductions, etc. Donc voilà les 3 options essentiellement pour avoir le taux neutre. Alors, le taux neutre, la grille de taux neutre en tout cas, la voici pour 2023. Donc vous avez 3 colonnes parce que vous avez la partie métropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane, Mayotte. Et en fait, en fonction de votre salaire, eh bien, on va appliquer le taux qu'il y a en face. Si je gagne 2 000 € en métropole, mon taux sera à 3,5%. Si je gagne 3 000 € en métropole, mon taux passe à 9,90%. Donc ça va s'appliquer vraiment au fur et à mesure des mois en fonction du salaire. C'est-à-dire que ce taux-là peut être amené à changer d'un mois sur l'autre si votre salaire change d'un mois sur l'autre. Alors que le taux personnalisé ou le taux individualisé, si les impôts, l'administration fiscale a déterminé que votre taux c'était 7%, vous aurez 7% quand vous gagnez 2 000 €, vous aurez 7% quand vous aurez votre 13e mois, et vous aurez 7% quand vous aurez des primes ou peu importe, ou quand vous aurez une absence. Vous aurez tout le temps 7%. Alors que le taux neutre, si vous gagnez 2 000 € ce mois-ci, vous allez avoir un pourcentage. Le mois prochain, vous avez votre 13e mois, vous allez avoir un pourcentage plus élevé. Le mois d'après, vous avez une absence, vous allez avoir un pourcentage plus faible parce qu'il fait varier tous les mois. Donc, ça, faut bien l'avoir en compte, faut bien en tenir compte quand vous le prenez, le taux neutre, si vous optez de votre fait pour ce taux-là sur votre compte impôt.gouv, parce que il varie tous les mois et puis vous voyez qu'il est quand même assez sévère. Hein. On dit parfois que c'est le taux du célibataire sans enfant pour les impôts, puisque c'est le taux le plus élevé. Il n'y a pas besoin de gagner 20 000 € par mois pour avoir un taux qui est assez élevé. Donc, en fait, c'est vraiment libre à chacun. Je vois une question sur comment choisir son taux en fonction de notre situation. C'est vraiment libre à chacun, mais il faut se dire que d'office, on a un taux personnalisé, propre à notre foyer, que peut-être moi, ça ne me va pas parce que mon conjoint il gagne beaucoup plus ou beaucoup moins, et que moi, je veux un taux qui fasse référence à mon salaire. Donc, sur mon compte, je vais opter pour le taux individualisé. Ou peut-être que moi, j'ai envie que mon employeur n'ait pas conscience de ma situation globale et où j'ai envie que mon taux varie en fonction de mes salaires parce que j'ai un salaire très variable et que je préfère avoir un taux qui s'adapte chaque mois plutôt que d'avoir un taux moyen pour les mois où j'ai un petit salaire et un taux moyen pour les mois où j'ai un gros salaire. L'avantage du taux neutre, c'est que quand j'ai un petit salaire, j'ai un petit taux, quand j'ai un gros salaire, j'ai un gros taux. Donc ça, c'est vraiment libre à chacun, le choix du taux, sauf si on vient de me recruter, auquel cas, là, j'ai pas le choix que d'avoir le taux neutre. Mais sinon, le choix, l'option du taux, c'est vraiment libre à chacun d'opter ou non pour ce taux neutre. Alors, pour répondre à Laurence qui demande si ce taux neutre sera le même pour les 2 conjoints, non, parce qu'en fait, c'est vraiment le salaire connu chez l'employeur. Donc, si moi, je gagne 2 000 € chez mon employeur, je vais avoir 2 000 €, on a dit que c'était donc 3,5%. Si mon conjoint chez son employeur gagne 3 000 €, chez son employeur, il aura 9,9%. Quand on est au taux neutre, on a vraiment un taux propre à nos situations à l'instant T chez mon employeur et on ne tient compte de rien du tout. Donc il n'y a vraiment pas de mince, j'ai perdu mon mot. Il n'y a pas de mutualisation qui est faite.
Donc, on peut opter pour le taux neutre, hein, mais vraiment, il faut faire attention quand on choisit ça sur son compte impôts.gouv, de ne pas après se plaindre quelque part que le taux est assez élevé. Il faut être assez vigilant. Alors, pour terminer sur le taux, une histoire de changement de taux. Alors, les changements de taux, ils peuvent apparaître souvent en paye, ils vont apparaître sur votre bulletin en août ou en septembre. Ça dépend des employeurs et ça dépend de la prise en compte, ça dépend des déclarations, des délais, etc. Mais globalement, en septembre ou en août, vous avez un changement sur votre compte, enfin sur votre taux. Et parfois, vous dites, mais pourquoi mon taux il change? Il ne s'est rien passé dans ma situation. En fait, il faut comprendre que le prélèvement à la source, c'est un impôt qui est dit contemporain parce qu'on prélève au fur et à mesure de l'année, mais avec un taux qui, lui, est déjà obsolète. On va essayer de comprendre pourquoi. On va se mettre un petit peu dans le passé, et après, je referai le même exemple avec une version plus actuelle, mais en fait, il faut se dire qu'on fait toujours notre déclaration en décalage. On déclare toujours avec un an de retard. Donc, si on se met en janvier 2022, en janvier 2022, j'ai un taux sur mon bulletin de paye, mais comment les impôts l'ont connu, le taux que j'avais en janvier 2022? Les impôts l'ont connu parce que j'ai fait une déclaration en 2021 sur mes revenus 2020. Donc, j'ai déjà un an et demi de retard, finalement, puisqu'en janvier 2022, on fait référence à une déclaration d'il y a 6 mois qui elle-même fait référence à des revenus de l'année passée. Donc, il y a déjà un petit peu de retard. Au printemps 2022, vous avez fait votre déclaration. Vous avez déclaré quoi? Vous avez déclaré vos revenus 2021. Les impôts ont mouliné pendant l'été, de manière à ce qu'en septembre, août, ça dépend de vos employeurs, vous ayez un nouveau taux qui fasse bien référence à votre nouvelle situation de l'année passée, malgré tout. Elle n'est déjà plus si nouvelle que ça, puisqu'elle fait référence à vos revenus de l'année précédente. Donc en fait, quand votre taux a changé à l'été dernier, il ne faut pas aller regarder ce qui s'est passé entre 2021 et 2022, mais ce qui s'est passé entre 2020 et 2021 dans votre situation, qui n'est prise en compte donc, ces changements qui ne sont pris en compte qu'à l'automne 2022. Tout ce qui s'est passé en 2022 dans votre vie, dans votre situation, et qui pourrait avoir un impact sur les impôts ne le sauront qu'au printemps 2023 lorsque vous ferez la déclaration. Et c'est important de comprendre toujours ce décalage pour ne pas avoir notamment de mauvaises surprises. Quand c'est des bonnes surprises, c'est moins embêtant. Mais pour ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que ce qui change aujourd'hui ne peut être pris en compte que dans un an et demi. Je vais vous refaire le même exemple avec 2023, ce sera peut-être plus parlant pour vous. On est aujourd'hui donc en janvier 2023. Vous avez un taux sur votre bulletin de paye. Ce taux, les impôts l'ont eu parce que vous avez fait une déclaration au printemps 2022 sur vos revenus 2021. Donc, aujourd'hui, le taux que vous allez avoir, si vous avez déjà ou si vous allez avoir votre bulletin de paye dans les jours qui viennent, le taux appliqué fait référence aux rémunérations que vous aviez il y a 2 ans. Plus à ce que vous avez aujourd'hui. Pas en tout cas encore à ce que vous avez aujourd'hui. Donc, peut-être qu'entre-temps, votre salaire, il a été multiplié par 2, il a été divisé par 2. Peut-être qu'entre-temps, vous avez eu des enfants, vous en avez eu en moins qui sont partis du foyer fiscal, vous vous êtes mariés, vous vous êtes séparés, peu importe. Pour l'instant, on prend votre situation connue en 2021. Pourtant, on est en janvier 2023. Donc, il y a ce décalage. Dans quelques mois, au printemps, vous allez faire votre déclaration. Vous allez déclarer vos revenus 2022. Là, les impôts connaîtront enfin vos éventuels changements de situation pour 2022. Appliqueront ce taux, donc, à l'automne, fin d'été, automne 2023. Mais encore une fois, ce qui s'est passé en 2023, les impôts ne le sauront que l'année prochaine. Donc, il y a toujours un décalage dans la prise en compte de votre situation et donc dans l'actualisation du taux qui est important de comprendre. Imaginez qu'en 2023, là, en janvier, vous avez changé de poste et votre salaire a été multiplié par 2. Les impôts, cette information, si vous ne leur dites pas avant, ils ne le sauront qu'à l'été, au printemps 2024, puisque les revenus 2023, vous ne les déclarerez que l'année prochaine. Donc, ça veut dire que pendant un an, si vous ne dites rien, vous allez continuer de payer des impôts avec votre ancien salaire, alors que votre salaire a doublé. Eh bien, dans un an et demi, quand vous allez faire votre déclaration, les impôts vont vous dire, oui, mais en fait, votre salaire, il a doublé. Vous me devez donc tant d'euros d'impôts, et la somme peut être conséquente, pour un doublement de salaire, bien évidemment, mais pour d'autres situations, un enfant en moins, par exemple, ça peut aussi faire gonfler les impôts. Et les impôts vous réclament cette somme entre septembre et décembre. L'échéancier n'est que sur 4 mois. Donc, si pendant un an, vous ne payez pas d'impôts
à hauteur de ce que vous devriez payer, bah, il faudra les payer, oui, mais sur 4 mois. Donc certains, ça ne les dérangera pas, ils diront: «Bah, c'est pas grave, moi je mets de côté l'argent pendant ce temps-là et puis, quand ils me réclameront un nom d'impôt, je pourrai les sortir». Et puis d'autres diront: «Oh là là, non, non, moi je préfère que ce soit fait au fur et à mesure». Comment on peut faire s'il y a de gros changements? Il ne faut pas hésiter à aller sur mon compte impôts.gouv et vous pouvez faire les changements en temps réel. En temps réel, alors vous faites le changement en temps réel, après l'employeur va le prendre en compte, dans le même temps que ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans le mois ou dans les 2 mois qui suivent, en fonction de s'il fait un appel de taux plus ou moins rapide, s'il reçoit les déclarations plus ou moins rapidement, enfin les comptes rendus de déclaration plus ou moins rapidement. Mais vous pouvez aller dire aux impôts: «Voilà, mon salaire va augmenter, je pense gagner tant d'euros sur l'année 2023». Alors c'est une estimation, peut-être que vous allez vous être trompé un petit peu. Vous essayez de vous rapprocher le plus possible, si c'est le cas, à la hausse, à la baisse. Si vous avez un enfant en plus, un enfant en moins, tout changement de situation, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé. Encore une fois, c'est chacun fait comme il l'entend. On veut une prise en compte rapide, on va sur mon compte impôts.gouv et si on fait le changement aujourd'hui, peut-être que sur la paye de mars, ce sera bon. Ou alors on se dit: «Moi, pendant ce temps-là, j'épargne les sous et je les sortirai l'été prochain», pas de problème. Mais il faut en tout cas avoir conscience de ce décalage pour que vous ne soyez pas surpris quand les impôts vous font, vous réclameront, la somme. S'ils vous en redonnent, généralement, on se pose pas trop de questions, mais c'est plutôt s'ils vous réclament, les sommes, vous dites pas: «Ouh là là, pourquoi ils me réclament autant d'argent? Il s'est rien passé cette année». Bah non, il faut regarder ce qui s'est passé entre N-2 et N-1. Ce qui se passe en l'année N, les impôts n'en auront conscience que l'année prochaine quand vous ferez votre déclaration. Donc il faut toujours avoir en tête que cette déclaration, elle est encore, enfin elle est encore, elle est déjà un peu obsolète au moment où on a l'application du taux. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est des changements de taux, mais l'employeur, lui, n'a pas l'obligation d'avoir l'info dans la foulée, hein. Il peut attendre 1 ou 2 mois pour faire son changement pour faire le changement sur votre bulletin de paie. Hem, voilà pour tout ce que j'avais donc à vous dire sur le prélèvement à la source, donc essentiellement net imposable particularité et taux particularité entre, les différents taux, les changements de taux et cetera. Et donc on va pouvoir passer, aux questions-réponses si vous en avez. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui avaient été, qui avaient déroulé pendant le webinaire, donc je vais essayer de les retrouver et puis si vous en avez entre-temps, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Alors si on a plusieurs employeurs, peut-on avoir un taux global sur une seule fiche de paye? Non. Enfin non, je réponds un peu vite. En fait, ça dépend. C'est-à-dire que si vous avez fait votre déclaration et que vous avez vos taux personnalisés et que les impôts ont dit: «Au vu de la situation de la dernière déclaration», donc là, si on prend notre exemple en 2023, «Au vu de votre déclaration 2021, vous avez un taux à 3%, ce sera 3% et chez l'employeur A et chez l'employeur B, en fait. Vous aurez le même taux partout. Par contre, si vous optez pour le taux neutre et que chez employeur A, vous gagnez 2 000 et chez employeur B, vous gagnez 3 000, là, vous n'aurez pas le même taux. Donc, en fait, ça dépend quel type de taux quel type de taux vous avez. Alors, est-ce que l'employeur a une responsabilité à ce niveau-là ou est-ce la responsabilité pleine de l'employé? Alors, l'employeur, sa seule responsabilité, ça va être d'appliquer le taux qu'on lui fournit. Mais pas que le salarié fournit, que la DGFiP, les impôts, lui fournissent. Donc, il va faire ce fameux soit appel de taux par le biais de Topaz, soit quand il va déposer ses déclarations de salariés et de salaire tous les mois, en retour, l'administration fiscale va lui fournir, je fais simple, un tableau avec tous ses collaborateurs et les taux en face. Lui, sa seule obligation, c'est d'appliquer ce bon taux-là. Si jamais il y a une erreur au niveau de l'administration fiscale ou si jamais le salarié a bidouillé sur son compte impôts.gouv et s'est trompé ou a fait n'importe quoi, l'employeur n'est absolument pas responsable. Lui, sa seule responsabilité, là où ça pourrait être engagé et on pourrait lui reprocher ou lui demander de faire un rappel, c'est s'il s'est trompé dans l'application du taux. L'administration donne 3% et puis pour X ou Y raison, l'employeur applique 4%. C'est très très rare que l'employeur se trompe parce qu'en fait, ce que l'administration fiscale transmet, c'est, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un fichier qu'on injecte directement dans la paye et auquel normalement on ne peut pas toucher. Donc normalement, l'employeur n'est pas censé se tromper sur l'application du taux. Simplement, il a ce délai de 2 mois à respecter si par exemple il applique le taux neutre pour avoir le retour, mais normalement il n'y a pas de raison qu'il ne le respecte pas pour la simple et bonne raison qu'il a ses comptes rendus normalement tous les mois. On lui laisse un délai de 2 mois parce que si on clôture notre paye relativement tôt, il est possible que le compte rendu à M+1 tombe trop tard, donc on ne l'appliquera qu'à M+2. Mais dans tous les cas, normalement l'employeur n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et après, en termes de responsabilité du salarié, quelque part,
pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité d'engager, mais c'est-à-dire que s'il fait n'importe quoi sur mon compte impôts.gouv et qu'il met un taux hyper élevé ou hyper bas, de toute façon, quand la déclaration annuelle sera faite au printemps, les impôts sauront réclamer les sommes ou rembourser les sommes parce qu'ils refont le calcul par rapport au salaire déclaré. Alors, l'impôt quand on est malade ALD qui ne doit pas être imposable. En fait, les IJSS, donc je ne parle pas de la partie employeur. Quand l'employeur verse du salaire quand on est malade, c'est du salaire, donc la question ne se pose pas. C'est imposable. Mais quand on est en maladie ou en affection de longue durée, c'est la même chose. On a une indemnité journalière de sécurité sociale. C'est-à-dire que quand notre employeur nous donne tout notre salaire, admettons, je gagne 2 000 euros, mon employeur me donne bien mes 2 000 euros, mais sur ces 2 000 euros-là, il est en partie aidé de la sécurité sociale. Donc, sur les 2 000 euros, je fais simple, il y a à peu près la moitié de la sécurité sociale, 1 000 euros. Donc, les 1 000 euros employeurs sont imposables. Les 1 000 euros sécurité sociale sont imposables si c'est une maladie lambda, entre guillemets, et ne sont pas imposables si c'est une affection de longue durée. Quand l'employeur ne pratique pas la subrogation, donc l'employeur n'avance pas les IJSS, il ne donne que les 1 000 euros, il impose sur les 1 000 euros, la sécurité sociale donne les 1 000 euros IJSS aux collaborateurs, et la sécurité sociale déclarera à l'administration fiscale que c'est une affection de longue durée, que l'administration fiscale ne devra pas prélever d'impôts sur ça au moment de la déclaration annuelle. À l'inverse, si l'employeur pratique la subrogation, ça veut dire qu'il va verser et les 1 000 euros employeurs et les 1 000 euros IJSS. Et donc, dans ce cas-là, l'employeur ne peut pas savoir que les 1 000 euros IJSS sont de l'affection de longue durée, puisque c'est une information confidentielle. Donc, comme il n'est pas censé avoir l'information, que ce soit de la maladie ou de l'affection de longue durée, l'arrêt de travail est le même. Donc, que ce soit de la maladie ou de l'affection de longue durée, il va prélever l'impôt sur les IJSS pendant 60 jours. Ça, c'est la règle. Et au bout de 60 jours, il va arrêter. S'il s'avère que ce n'était pas une ALD, les impôts me réclameront les mois pour lesquels on a arrêté de me prélever. Et s'il s'avère que c'était une ALD, les impôts rembourseront les 60 jours qu'on m'a prélevé à tort. Mais ça se fait au moment de la déclaration annuelle. Alors, les employeurs ne font pas forcément les 60 jours. Parfois, ils prélèvent jamais ou parfois, ils prélèvent tout le temps. Mais la règle, c'est 60 jours. Si jamais l'employeur se trompe, il n'a pas du tout prélevé d'impôt sur les IJSS, mais en fait, j'étais en maladie normale, ou il n'a pas arrêté de prélever de l'impôt alors que je suis en affection de longue durée, pendant plus que 60 jours, c'est pas si grave que ça. Alors, c'est embêtant au moins le mois, je suis bien d'accord, mais les impôts, normalement, les impôts régulariseront puisque la sécurité sociale déclarera bien que c'est une affection de longue durée. Donc, les impôts rembourseront le collaborateur. Néanmoins, ça veut bien dire que pendant un an, j'ai quand même avancé les impôts. Est-ce que le taux doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de paye? Oui, c'est une mention obligatoire. En tout cas, c'est une mention obligatoire pour le secteur privé. Certes, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais dans le secteur privé, ça fait partie des mentions obligatoires, puisque le Code du travail nous oblige les employeurs à avoir un certain nombre de mentions, à commencer par la base du prélèvement à la source, le taux du prélèvement à la source, le montant du prélèvement à la source, et également depuis 2022, l'employeur a l'obligation de faire apparaître le cumul de prélèvement à la source. Donc, combien j'ai payé de prélèvement à la source depuis le début de l'année commençant en janvier. Si je suis dans le secteur public, le taux ne doit pas obligatoirement apparaître, puisque le Code du travail s'applique au secteur privé, non pas au secteur public. Mais dans le secteur public, on demande aux établissements publics de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait dans le privé. Donc on essaye d'avoir le taux, mais on ne pourra pas sanctionner un employeur public de ne pas avoir mis le taux. Donc ça, après, ça dépend dans quel secteur vous êtes. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Je ne vois pas tout apparaître. Alors, si le salarié réclame la régularisation de son taux, a-t-on le droit vis-à-vis de l'administration fiscale d'effectuer cette régularisation? Alors, non. C'est-à-dire que, ça dépend de ce que vous mettez derrière régularisation, mais si jamais le salarié vient en disant je pense que mon taux est mauvais, vous avez mis 7%, mais moi je suis sûr que c'est 3%. Si jamais il vient même avec une capture d'écran, on peut imaginer, de son compte, de mon compte impôts.gouv, pour autant, vous n'avez pas à prendre ça comme acquis quelque part. Vous, il faut juste vous assurer que vous avez bien appliqué le taux que l'administration fiscale vous a transmis ou le taux de la grille de taux neutre qui change tous les ans. Donc attention, en janvier, c'est du coup pas la même que décembre 2022. Mais s'il y a la moindre erreur, ça peut venir des impôts. Peut-être que réellement, il n'y a pas d'erreur ou que réellement, les impôts se sont trompés. Ils vous ont transmis un taux à 7% pour ce salarié et ce salarié, il est réellement à 3%.
Mais malheureusement, ce n'est pas à vous de faire la modification. Alors, c'est vraiment soit le salarié accepte d'attendre que vous ayez le nouveau taux, soit il contacte les impôts, mais vous, en fait, vous n'êtes que le collecteur des impôts. Vous n'êtes en rien là pour recalculer, vérifier que le taux est correct, est-ce qu'il tient bien compte de la situation, est-ce que c'est bien un taux personnalisé, individualisé, est-ce que c'est bien le choix du salarié d'être autonome? Non. Vous appliquez bêtement ce que les impôts vous demandent d'appliquer. Vous n'êtes que collecteur. Toute erreur, ça n'est pas de votre fait et ça n'est pas à vous de régulariser. C'est vraiment à l'administration fiscale de le faire, voire donc à l'agent ou au salarié d'en discuter avec l'administration fiscale au moment de la déclaration annuelle ou en cours d'année. Il reste joignable, bien sûr, en cours d'année, si on a des doutes, si on pense qu'il y a des erreurs, mais c'est absolument pas à l'employeur de le faire. Ce qui était, alors peut-être moins vrai aujourd'hui, mais ce qui était vrai au début du prélèvement à la source, quand ça a été mis en place, où beaucoup de salariés venaient directement voir le service RH ou les services paye, alors qu'en fait, non. On est là que pour les impôts passent par nous parce que c'est plus simple pour eux de récupérer les sommes. Le prélèvement à la source, c'était une façon pour eux d'être sûrs d'avoir une partie des impôts en temps et en heure et de ne pas attendre que le salarié ne paye jamais ses impôts et finalement on ne puisse jamais récupérer les sommes parce qu'il n'est pas solvable. Donc c'était ça, mais vous n'êtes que collecteur. Vous n'êtes pas responsable des erreurs éventuelles des impôts. Et s'il y a des régularisations à faire, ça n'est pas à vous de les faire. Est-ce que le taux est calculé sur le salaire brut ou net? Alors, le taux de prélèvement à la source, c'est ni le brut ni le net, c'est sur le net imposable. Donc, sur le montant qu'on déclare aux impôts une fois par an. Donc, le net imposable, je vous le redis, c'est bien le brut. On enlève les charges salariales, on rajoute la CSG-CRDS non déductible, on rajoute la part patronale de mutuelle. S'il y a des heures sup, on les déduit. S'il y a des IGSS, on les rajoute. Et c'est sur ce montant-là qu'on va calculer le taux. Alors attention, on ne prend pas en compte que ce montant-là. Tout dépend de votre situation. C'est-à-dire que si vous déclarez un revenu, mais que vous êtes deux conjoints, ou si vous déclarez deux revenus et que vous êtes deux conjoints, si vous avez un enfant, deux enfants, zéro enfant, si vous avez d'autres déductions, d'autres charges, en fait, ça tient vraiment compte de tout ce que vous déclarez une fois par an, si vous faites des déductions, si vous avez des déductions fiscales, par exemple. Et en fait, les impôts font masse de ça et ils estiment, ils se disent, bon, bah, a priori, l'année dernière, avec ces revenus-là, ces déductions-là, ces charges-là, ces enfants, ces conjoints, etc., vous avez un taux d'imposition à 8%, donc a priori, ça va être 8% l'année prochaine. Mais peut-être que finalement, l'année qui suit, vous n'avez pas les mêmes salaires, les mêmes conjoints, les mêmes enfants, les mêmes déductions. Et c'est pour ça que ça, vous pouvez le moduler au fur et à mesure, si vous le souhaitez, sur mon compte impôt.gouv. Tout comme si vous bénéficiez de déductions d'impôts, par exemple parce que vous faites des dons, parce que vous avez vous avez des chèques CESU, comme par exemple quelqu'un qui vient faire le ménage et vous déduisez ça des impôts, vous avez un acompte en janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour ceux qui sont concernés, vous avez dû avoir un acompte de la part de l'administration fiscale en janvier sur votre compte bancaire, parce que les impôts se basent sur ce que vous avez déclaré pour vos revenus 2021. Ils se sont dit, ah, bah, en 2021, vous avez X euros de déduction. Donc, on suppose qu'en 2022, ça va être la même chose. Donc, on vous en donne un petit peu en janvier 2023. Et puis, quand vous allez faire votre déclaration au printemps 2022, peut-être que vous allez dire, ah, bah, finalement, j'ai plus ou moins de déduction. Et cet acompte, vous pouviez le refuser si jamais vous dites, ah bah non, mais moi, c'était en 2021 que j'ai fait des dons, en 2022, j'en ai pas refait, ou en 2021, j'ai pris quelqu'un pour faire le ménage, mais pas en 2022. Donc, je dis à l'administration fiscale, ils envoient un mail. Et je lui dis, surtout, en janvier, me donnez pas la compte, ça sert à rien parce que je serai obligée de vous le redonner finalement l'été prochain quand vous ferez la déclaration. Alors, j'ai un peu répondu à cette question, mais pas directement. Mais quel est le délai pour l'employeur d'obtenir le nouveau taux neutre, en cas de changement pour un taux neutre? C'est-à-dire que si vous cliquez sur je ne souhaite pas communiquer mon taux à mon employeur, c'est le taux neutre qui va s'appliquer. Et dans ces cas-là, l'employeur, il a les 2 mois, toujours les mêmes, pour avoir l'information. C'est-à-dire que l'administration fiscale va transmettre l'information chaque mois par le biais des déclarations, ou si l'employeur fait un appel de taux. Donc, si vraiment vous voulez que le taux s'applique très rapidement et que vous pensez que vous avez un employeur ou un gestionnaire paye sympathique, vous pouvez aller on va dire, vous pouvez aller le voir et lui dire, est-ce que tu peux pas faire un appel de taux avec Topaz de manière à ce que dès le mois prochain, dès la prochaine paye, le nouveau taux que j'ai demandé sur l'administration fiscale, tu l'aies aussi sur ma paye, mais il n'est pas obligé de le faire. Et sinon, donc, dans le mois qui suit ou les 2 mois qui suivent, on peut faire le changement. Donc, c'est intéressant parce que même si c'est 2 mois, si je veux faire mon changement de taux, si je le fais pas pendant 12 mois, je n'ai pas le bon taux. Si je le fais, je l'ai au bout de 2 mois. Donc, ça fait que 2 mois de perdu que les impôts me réclameront de toute façon l'année suivante.
Les impôts réclameront toujours les sommes quand on fait la déclaration, de toute façon. Hem, alors je pense que j'ai fait le tour des questions et de toute façon, on arrive au bout, de l'heure, qu'on avait à passer ensemble. Alors juste pour terminer, j'ai vu qu'il y a eu plusieurs fois la question par rapport au support. Le support, vous l'aurez, il vous sera envoyé, mardi. Donc vous aurez effectivement toutes les informations, qu'il y a eu ici, sur le support, qui vous sera donc envoyé mardi. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour vos questions et puis, je vous souhaite donc une bonne journée.